Aujourd'hui, on va parler des mini-sapiens, les vôtres et ceux des autres. Imaginez un supermarché, un rayon jouets et un gamin qui fait un caprice et une mère excédée qui pousse son caddie. Le gamin pleure, hurle, crie, dit à sa mère qu'elle est méchante. La mère résiste, négocie, menace, ignore. Bref, elle essaie tout ce qu'elle peut, mais rien ne marche. Les cris du môme alertent les autres clients qui observent la scène et jugent. Jugent l'enfant, jugent la mère, jugent sans savoir. Alors elle craque, elle achète la paix et met dans le caddie le jouet que voulait l'enfant. Pas tant pour lui faire plaisir que pour obtenir le silence. Elle lui fait promettre d'être sage, il renifle et dit oui, mais on voit bien qu'il ne l'écoute pas, et qu'à la première occasion, il recommencera sûrement. Cette scène, on l'a tous vécue un jour. Soit dans le rôle du parent, soit dans le rôle du passant, soit, pour les plus sales gosses d'entre nous, dans le rôle du gamin. Et en repensant à ça, je me suis demandé, est-ce que notre modèle éducatif moderne, occidental, est réellement pertinent ? Est-il réellement en phase avec notre vraie nature évolutive et avec celle des enfants, les nôtres, ceux de nos amis, et même ceux que nous étions ? Des rayons de librairie spécialisés aux réseaux sociaux, et même dans les émissions de télé dédiées, on croule sous les injonctions et les conseils contradictoires pour bien élever nos mini-sapiens. Et du coup, on ne sait plus vraiment qui croire. Et d'ailleurs, qui sont les experts ? Et où et comment ont-ils mené leurs recherches ? Eh ben, c'est ce que j'ai cherché. Et ce que j'ai trouvé, c'est que près de 96% des publications, des études et des conseils sur la bonne façon d'élever un enfant proviennent de chercheurs occidentaux qui ont mené leurs recherches sur une population elle-même occidentale. Enfin, quand je dis j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai découvert, ce sont les chercheurs en sciences comportementales et les anthropologues Joseph Heinrich, Steven Hein et Ara Norenzayan dans un article scientifique de 2010 que je vous mets en description. Dans cet article, les chercheurs désignent cette population sous l'acronyme WEIRD, W-E-I-R-D pour Western Educated Industrialized Rich Democratic, c'est-à-dire des personnes occidentales éduquées vivant dans des pays industrialisés, riches et démocratiques. Et ces personnes, si vous écoutez ce podcast, c'est vous et c'est moi aussi. Or, ces personnes ne représentent que 12% de la population mondiale. Du coup, il ne semble pas très logique ni très cohérent de tirer des généralités sur l'ensemble des êtres humains si on se contente d'observer un échantillon si peu représentatif. Ce serait un peu comme vouloir comprendre le comportement naturel du loup en étudiant uniquement des huskies. Des huskies qui vivent dans le 16e à Paris. Des huskies qui passent leur vie sur un canapé. Des huskies qui sortent 3 fois par jour marcher sur du béton pour faire leurs besoins. Pire, des huskies qu'on fait garder quand la famille part skier à Val d'Isère parce que l'hôtel n'accepte pas les chiens. Bref, je m'égare, mais vous voyez l'idée. Donc, les personnes weird ne représentent que 12% de la population mondiale et sont très loin des coutumes et des façons de faire des sociétés plus traditionnelles, comme celles des chasseurs-cueilleurs contemporains. Parmi les premières différences que l'on constate, il y a par exemple l'attribution des sanctions. Les notions d'équité aussi sont différentes, la stimulation des enfants, les compliments et bien d'autres sujets. Aujourd'hui en Occident, on considère souvent la famille nucléaire comme le modèle normal. Un père, une mère, des enfants, le tout vivant sous le même toit. Comme si ça avait toujours existé, comme si c'était la norme naturelle de la famille humaine. Mais quand on regarde l'histoire de notre espèce, on réalise quelque chose d'assez vertigineux. Pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, pratiquement 99,9% du temps passé sur Terre, ce modèle n'existait pas.
Les mini-sapiens grandissaient dans des groupes beaucoup plus larges, avec des parents bien sûr, mais aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des anciens, d'autres adultes et d'autres enfants. Chez les Hadza de Tanzanie par exemple, il n'est pas rare qu'un enfant passe d'un adulte à l'autre au cours de la journée. Une tante lui donne à manger, un adolescent joue avec lui, une grand-mère le surveille pendant que les parents s'occupent d'autre chose. L'enfant grandit littéralement au milieu d'un tissu humain permanent. L'éducation était une affaire collective, multigénérationnelle, une affaire de clan. Chez certains groupes de chasseurs-cueilleurs, un enfant peut même dormir régulièrement auprès d'autres membres du groupe que ses parents. Les liens affectifs et éducatifs ne reposent pas uniquement sur deux adultes épuisés, mais sur une communauté entière. Et autrefois, c'était comme ça chez nous aussi. Et puis, progressivement, surtout au cours des derniers siècles, la famille occidentale s'est réduite, elle s'est rétrécie, jusqu'à parfois laisser deux parents seuls face à tout. Seuls pour éduquer, seuls pour transmettre, seuls pour gérer les émotions, les conflits, les nuits courtes, la fatigue, les doutes. Et forcément, cette situation crée des tensions énormes. Parce qu'au fond, nous essayons peut-être d'élever des enfants dans des conditions qui ne ressemblent pas vraiment à celles pour lesquelles l'être humain s'est construit pendant des millénaires. D'ailleurs, de nombreuses études montrent aujourd'hui que l'isolement des parents, l'absence de soutien familial ou communautaire, le manque de transmission entre générations sont associés à davantage de stress psychologique, d'épuisement parental, de dépression postpartum, mais aussi parfois à davantage de souffrance chez les enfants et les adolescents eux-mêmes. Si vous avez eu des enfants, j'imagine que vous voyez sûrement de quoi je parle. Autre point, dans une famille élargie, chacun doit naturellement composer avec les autres. Il y a des obligations, des responsabilités et des compromis permanents. Chez de nombreux peuples chasseurs-cueilleurs, les enfants passent énormément de temps mélangés à d'autres enfants d'âges différents. Les plus jeunes apprennent naturellement à observer les plus grands, attendre, négocier, suivre le rythme du groupe, sans intervention permanente des adultes. On apprend très tôt à attendre son tour, à partager, à aider, à tenir compte des besoins du groupe avant de penser uniquement aux siens. Par exemple, à table, tout le monde mange souvent le même repas. Chez les Hadza ou les San, quand la nourriture est disponible, elle est souvent partagée collectivement. Les enfants observent très tôt cette logique. Ce qu'on cueille, ce qu'on chasse ou ce qu'on prépare appartient d'abord au groupe. Le plat qu'on mange vient de la même casserole. Il n'y a pas 15 menus différents, 3 alternatives et 4 négociations. Et j'imagine qu'au Paléolithique, il en était de même. On ne faisait pas de menus différents parce que Chloé était devenue subitement végane ou que Cyprien ne veut jamais finir son steak de mammouth. Et ce fonctionnement de groupe, pendant des millénaires, a probablement participé à façonner certaines compétences sociales fondamentales. La coopération, la patience, l'adaptation aux autres. Mais quand la cellule familiale se réduit progressivement, beaucoup de ces mécanismes changent. Dans une famille très petite, très individualisée, il devient plus facile d'adapter en permanence le quotidien aux préférences, voire aux caprices de chacun. Petit à petit, on peut alors perdre certaines habitudes. Composer, attendre, faire avec les autres, accepter parfois la frustration. Et au bout de quelques générations, on peut arriver à des situations assez étonnantes où, autour d'une même table, chacun mange un plat différent, préparé spécialement selon ses goûts, ses envies ou ses refus du moment. L'individualisme devient alors la norme. Et parfois même, sans s'en rendre compte, ce ne sont plus les adultes qui structurent le groupe, mais le groupe qui s'organise autour des préférences de l'enfant. De façon plus large, quand on commence à s'intéresser à l'éducation des enfants, on tombe très vite sur des conseils totalement opposés. Certains disent qu'il faut stimuler énormément les enfants, d'autres disent qu'il faut les laisser tranquilles. Certains recommandent de répondre immédiatement aux pleurs, d'autres parlent d'autonomie émotionnelle. On trouve des conseils contradictoires sur l'alimentation, le sommeil, le rythme des repas, la propreté, la façon d'endormir bébé, le cododo, le berceau, les écrans, les compliments. Et au milieu de tout ça, beaucoup de parents finissent complètement paumés.
Mais parmi toutes ces différences culturelles et éducatives, il y a 3 sujets qui ont particulièrement attiré mon attention. 3 pratiques modernes qui semblent presque évidentes aujourd'hui, mais qui sont en réalité très récentes dans l'histoire humaine. C'est ce que la journaliste Michaeline Doucleff appelle l'apocalypse des bidules, l'orgie d'apprentissage et enfin les compliments. Commençons par l'apocalypse des bidules. Pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, les mini-sapiens fabriquaient eux-mêmes leurs jouets. Avec des bouts de bois, des tissus, des pierres, des objets trouvés dans la maison ou dans la nature, et finalement, c'était souvent bien plus qu'un simple jeu. Chez les Hakka d'Afrique centrale, les enfants fabriquent encore aujourd'hui de petits arcs, de minuscules huttes ou des outils miniatures avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. Le jeu ressemble souvent à une version simplifiée de la vie adulte. Parce que autrefois, en fabriquant un arc miniature, une poupée, un petit radeau ou un faux outil, les enfants développaient déjà leur imagination, leur motricité, leur créativité, leur compréhension du monde physique. Pendant très longtemps, les jouets officiels étaient finalement secondaires, et puis est arrivée la révolution industrielle. Les jouets ont commencé à envahir les foyers. Poupées, puzzles, jeux éducatifs, objets spécialisés, objets électroniques, objets lumineux, objets sonores. Et progressivement, une idée s'est imposée. Un bon parent devait stimuler son enfant, l'occuper, l'équiper, lui acheter des choses pour son développement. Et, vous vous en doutez, le consumérisme a évidemment adoré cette idée. Et aujourd'hui, certains enfants possèdent tellement de jouets qu'ils finissent parfois par ne plus vraiment jouer. Ou alors uniquement avec des objets déjà pensés à leur place. Alors qu'un simple bâton, ça peut devenir une épée, une canne à pêche, une baguette magique, une lance ou même un cheval. Et c'est exactement ce qu'on observe encore dans beaucoup de sociétés traditionnelles. Des enfants capables de jouer pendant des heures avec un bout de bois, une corde, de la terre et quelques pierres. Là où certains enfants modernes se lassent d'un jouet électronique après seulement quelques jours. Parce qu'au final, le problème, c'est pas le jouet en lui-même, c'est peut-être surtout la disparition progressive du jeu spontané, bricolé, improvisé, celui où l'enfant invente au lieu de simplement consommer. Parlons maintenant de l'orgie d'apprentissage. Dans les années 50, après le lancement du satellite soviétique Spoutnik, une peur s'est installée aux États-Unis, celle d'un retard intellectuel et technologique. Et progressivement est née une nouvelle obsession. Il fallait absolument stimuler les enfants toujours plus tôt. Mathématiques précoces, vocabulaire précoce, activités éducatives, environnement ultra stimulant, couleurs partout, bruit partout, information partout. Bref, une nouvelle mission pour les parents, stimuler, éduquer, optimiser, développer et parfois culpabiliser si l'enfant prenait du retard. Aujourd'hui encore, beaucoup de parents ont l'impression qu'ils doivent constamment occuper leurs enfants, faire des activités, participer à des ateliers, pratiquer des jeux d'éveil, offrir des jeux éducatifs, des écrans pédagogiques, faire du sport, de la musique, apprendre des langues, comme si chaque minute devait devenir productive. Alors c'est bien au fond de faire des choses aux enfants, mais à force de vouloir transformer l'enfance en programme d'optimisation permanente, on oublie parfois quelque chose d'essentiel. Un mini-sapiens, ça a aussi besoin de vide. Ça a aussi besoin de s'ennuyer. Chez les chasseurs-cueilleurs, les enfants passent parfois de longues périodes à simplement observer les adultes, écouter des conversations, regarder un feu brûler, suivre des traces dans le sable ou explorer les alentours sans objectif précis. Et pourtant, ces moments apparemment inutiles participent profondément à leur apprentissage du monde. Un enfant a besoin de vide, de lenteur, d'ennui, de silence, parce que c'est souvent dans ces espaces-là que naissent l'imagination, la curiosité, le jeu libre et parfois même des passions qui l'accompagneront toute une vie. Et enfin, parlons des compliments.
Dans les années 80 et 90, beaucoup de spécialistes ont commencé à défendre une idée devenue extrêmement populaire. Il fallait complimenter les enfants très souvent pour renforcer leur estime de soi. Tu es formidable, tu es le meilleur, tu es exceptionnel. L'intention était bonne, hein, mais avec le temps, certaines études ont commencé à nuancer cette approche. Parce qu'un excès de compliments peut parfois produire des effets inattendus. Plus de pression, peur de l'échec, besoin permanent de validation, compétition avec les autres enfants ou encore fragilité émotionnelle. Dans certains cas, l'enfant finit même par agir non plus pour le plaisir d'apprendre ou de participer, mais uniquement pour obtenir les félicitations. Or, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les adultes complimentent finalement assez peu les enfants. Certains anthropologues racontent même avoir été surpris de voir des enfants réussir quelque chose d'impressionnant sans recevoir immédiatement une pluie de bravos ou d'applaudissements. Non pas par froideur, mais parce que participer, progresser et apprendre faisait simplement partie de la vie normale. Chaque réussite n'avait donc pas besoin d'être particulièrement célébrée, l'enfant n'est pas constamment placé au centre de l'attention. Chez les Mayas du Yucatan, par exemple, les adultes interrompent rarement leurs activités pour divertir ou occuper spécifiquement les enfants. Les enfants gravitent autour du groupe, observent, participent progressivement et apprennent ainsi à trouver eux-mêmes leur place. Et paradoxalement, certaines recherches montrent que ces enfants développent souvent plus d'autonomie, un sens plus élevé de la coopération, plus de stabilité émotionnelle et parfois même une meilleure confiance réelle en eux-mêmes, une confiance moins dépendante du regard extérieur. Alors, dans une approche néo-chasseur-cueilleur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement une fois qu'on a posé tout ça ? Voici 3 conseils qui vous seront probablement utiles, que ce soit avec vos propres enfants ou avec ceux des autres. Premier conseil, intégrer les enfants dans les tâches des adultes. Pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, les enfants ne vivaient pas dans un monde séparé de celui des adultes. Il n'y avait pas d'un côté les grandes personnes qui faisaient des choses sérieuses et de l'autre les enfants qu'il fallait distraire, occuper ou envoyer jouer ailleurs. Chez les chasseurs-cueilleurs Acta des Philippines, on peut voir de très jeunes enfants accompagner les adultes lors d'activités quotidiennes. Collecte, préparation des aliments, chasse, entretien du campement, pêche ou surveillance des plus petits. Pendant des millénaires, les enfants étaient au milieu de la vie réelle. Ils observaient, ils imitaient, ils participaient. Évidemment, pas des tâches dangereuses ou impossibles pour leur âge, mais très tôt, ils pouvaient porter quelque chose, aider à préparer un repas, surveiller un feu, nettoyer, transporter du bois, observer une réparation ou même participer à une sortie. Et ce qui est fascinant, c'est que les enfants aiment souvent naturellement aider. Le problème, c'est qu'en Occident, on transforme parfois très vite cette participation en obligation conflictuelle. Va ranger ta chambre, va mettre la table, débarrasse le lave-vaisselle. J'imagine que chez certains d'entre vous, ces phrases résonnent encore comme des petits traumas d'enfance. Alors que, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les enfants participent davantage parce qu'ils veulent faire partie du groupe, parce qu'ils veulent imiter les adultes, parce qu'ils veulent sentir qu'ils ont une place. Et au fond, quand un enfant aide réellement, il développe énormément de choses. L'autonomie, la confiance, la patience, la coordination, le sentiment d'utilité et même parfois l'estime de soi réelle. Pas une estime de soi basée uniquement sur les compliments, mais sur le fait de sentir « je suis capable, je peux contribuer, je fais partie du clan ». Et une bonne méthode pour les habituer très tôt à participer et à intégrer le clan, c'est de faire avec eux, presque en jouant. Ainsi, les ordres deviennent davantage des invitations. « Viens, on va jouer à ranger ta chambre » ou encore « on met la table, toi tu mets les assiettes et moi je mets les couverts » ou même « on range le lave-vaisselle à deux ». Ce genre de choses aide à les faire participer. Conseil numéro 2, laissez les enfants s'ennuyer. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont peur de l'ennui. Un enfant s'ennuie dans une voiture, écran. Au restaurant, écran. Dans une salle d'attente, écran. À la maison, activité ou écran. Comme si l'ennui était forcément un problème à résoudre. Mais pendant des centaines de milliers d'années, les enfants ont grandi dans des environnements où il existait énormément de temps vide.
et pas d'écran. Des moments calmes, des temps morts, des observations silencieuses, des trajets, des attentes, des soirées autour du feu. Et finalement, c'est souvent dans ces moments-là que l'imaginaire apparaît. Chez les Inuits, certains anthropologues ont été frappés par la capacité des enfants à inventer spontanément des jeux complexes avec presque rien. Un os, une corde, un morceau de neige ou quelque objet abandonné. Parce qu'un enfant qui s'ennuie finit souvent par inventer quelque chose. Un jeu, une histoire, une cabane, une aventure. Moi par exemple, quand j'étais petit, je fabriquais des parachutes avec des sacs plastiques et des Playmobil que je jetais par la fenêtre pour observer leur descente. Et avec le recul, je me rends compte que cette fascination pour tout ce qui vole ne m'a jamais vraiment quitté. Plus tard, j'ai construit des maquettes d'avions, puis, encore plus tard, des planeurs radiocommandés. Et finalement, une fois adulte, j'ai même appris à voler en parapente. Tout ça sans doute à partir d'un jeu improvisé avec 3 fois rien. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Quand on laisse de l'espace à l'enfant, il peut parfois construire lui-même ce qui le passionnera toute sa vie. Enfin, troisième conseil, montrer l'exemple plutôt que donner des ordres. Une autre chose très frappante chez les chasseurs-cueilleurs et dans beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est que les enfants apprennent énormément en regardant faire les adultes et les enfants plus grands. Les apprentissages passent très souvent par l'observation silencieuse, les adultes donnent relativement peu de longues explications théoriques, les enfants regardent, puis essayent eux-mêmes. Ils regardent les adultes vivre, ils écoutent comment ils parlent, ils voient comment ils mangent, comment ils gèrent leurs émotions, comment ils travaillent, comment ils coopèrent, et ensuite, très naturellement, ils les imitent. Un jeune garçon peut passer des heures à observer un adulte réparer une arme, fabriquer un piège ou préparer des flèches avant de tenter lui-même de reproduire les gestes des années plus tard. Et je dis un jeune garçon, mais ça peut très bien être une jeune fille aussi, car n'oublions pas que les filles chassent aussi. Ce qui veut dire qu'un enfant se conformera souvent beaucoup moins à ce qu'on lui dit qu'à ce qu'on fait réellement. On peut leur expliquer pendant des heures qu'il ne faut pas passer trop de temps sur les écrans. Mais bon, si nous-mêmes on passe notre vie le nez rivé sur notre écran, c'est tout ce qu'ils vont retenir. On peut aussi leur dire qu'il faut manger sainement, mais si toute la famille mange dans le stress, devant la télévision, avec des produits ultra transformés, le vrai message qui va être retenu et intégré, ce sera celui-là. En réalité, les adultes sont un environnement vivant. Et pendant des centaines de milliers d'années, c'est probablement comme ça que la majorité des apprentissages humains se sont transmis. Par imitation. Pas par de longs discours, pas par des injonctions permanentes, mais par l'exemple quotidien. Et sur la question de l'exemplarité, posez-vous cette question. Si vos mini-sapiens devenaient exactement comme vous, est-ce que ça vous conviendrait réellement ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans les prochains épisodes liés au 10e fondamental, à savoir des enfants à leur juste place, j'aborderai d'autres sujets liés aux enfants, comme par exemple laisser l'enfant essayer et échouer, ne pas intervenir immédiatement pour corriger ou aider. Je parlerai aussi de favoriser la coopération plutôt que la compétition. Je vous montrerai comment, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les enfants apprennent surtout à collaborer et contribuer au groupe plutôt qu'à dominer les autres. Et puis, je pourrais aussi vous parler de comment réagir calmement aux crises émotionnelles, afin d'éviter de transformer chaque colère ou frustration en un affrontement sans fin. Ne ratez pas ces prochains épisodes, et le meilleur moyen pour ça, c'est de vous abonner. Et si cet épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un petit pouce en l'air sur YouTube. Et j'allais dire, vous pouvez aussi partager cet épisode avec les membres de votre clan qui ont des enfants. Mais bon, on va pas se mentir, les parents qui ont des enfants en ont souvent très très marre des donneurs de conseils. Donc, partagez si vous le souhaitez, mais allez-y mollo, tâtez le terrain avant. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast. Et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours après le coucher du soleil pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.